Avez-vous remarqué ce truc étonnant concernant les noms des partis politiques? Plus on va vers la droite, plus ceux-ci sont rassembleurs, englobent plus de monde. Ainsi, à l'extrême gauche, on trouve le Parti communiste révolutionnaire. Au moins, leur objectif est clair, le communisme, de même que leur méthode, la révolution. Les expressions Parti communiste et Parti socialiste ne disent rien, par contre, de la méthode envisagée pour parvenir à leurs idéaux, le socialisme étant un concept plus large que le communisme. Pareil pour les écologistes, et là c'est encore plus vague, qui n'est pas pour le respect de l'environnement. Au centre, on a eu un parti En Marche, vers quoi, en tout cas, la marche semble les avoir épuisés, au point de susciter un besoin de renaissance, mais apparemment c'est pas gagné. Plus sérieusement, on y trouve le mouvement démocrate, MoDem, qui devrait donc rassembler quiconque est pour la démocratie, ce qui est tout de même assez large. Plus à droite, on trouve les républicains, et en effet, la République est un concept encore plus large que la démocratie. Par exemple, la République romaine n'était pas très démocratique, puisque le pouvoir y était monopolisé par une aristocratie. Donc là, sont ajoutés des gens qui acceptent déjà, vous voyez, certaines inégalités, certaines hiérarchies, mais sans aller jusqu'à la monarchie absolue ou le fascisme, lesquels sortent clairement du champ de la République. Puis vient l'extrême droite, qui se réfère non pas à la démocratie ou à la République, mais à la nation, ce qui leur permet d'inclure les monarchistes et les fascistes. Bref, là, il y a vraiment tout le monde normal, puisque l'on se trouve à l'extrême droite, et qui n'est pas pour la défense des intérêts du groupe, la nation. Sauf que, comme vous vous en doutez, là n'est pas le vrai sens de ces expressions désignant les partis. De toute évidence, leur forme est plus générale que leur signification réelle. Sans quoi tout le monde serait d'extrême droite, presque tout le monde serait aussi de droite, etc. En fait, ce phénomène par lequel une expression désigne par sa forme quelque chose de plus général que ce qu'elle désigne en réalité est assez courant et correspond à une volonté de dissimulation de quelque chose que l'on estime pas très présentable. Exemple, le papier hygiénique. Est-ce seulement un papier servant à se maintenir en bonne santé ou même à rester propre, auquel cas un mouchoir en papier serait du papier hygiénique? Non. Alors, je vais vous épargner les détails, mais vous voyez bien que la chose n'est pas très ragoûtante. Et comprenez, je pense, les tentations de rester à un tel niveau de généralité. Autre exemple, plus proche du domaine qui nous intéresse ici, un entrepreneur. Est-ce seulement quelqu'un qui entreprend quelque chose? Auquel cas, lorsque j'entreprends un voyage ou même de faire la vaisselle, suis-je un entrepreneur? Non, bien sûr. Pas même si je m'associe à d'autres pour améliorer l'état du monde, ce qui ne serait pas une mince affaire. Quelle est donc cette entreprise dont on éprouve le besoin de dissimuler la nature exacte? Eh bien, comme vous le savez sans doute, c'est une entreprise lucrative capitaliste. Rien de criminel là-dedans, juste qu'on sent bien qu'il y a là quelque chose de moralement discutable. Et à propos de capitalisme, un cas encore plus énorme est celui du concept de propriété, que j'ai d'ailleurs traité plus en détail dans une autre vidéo que je vous mets en lien, puisqu'a priori, ce terme devrait désigner tout ce qui m'est propre, propriété. Sauf que, en économie, il désigne en réalité le pouvoir discrétionnaire d'interdire à autrui l'usage d'un bien ou de le lui permettre contre rémunération, généralement un peu comme un racketteur. Et on comprend bien, là encore, l'intérêt de dissimuler cette réalité. Et donc, venons-en maintenant aux partis politiques, afin de voir ce qu'ils nous cachent, les bougres. Rien à dire, bien sûr, concernant les communistes révolutionnaires, quoique même là, on pourrait remarquer qu'ils ne sont pas juste communistes, mais marxistes-léninistes, ce qui est bien plus précis. Le communisme, logiquement, c'est le fait de gérer des choses en commun. Or, tout le monde comprendra aisément que la préservation de l'environnement nécessite en pratique une gestion commune de celui-ci. Ainsi, on pourrait comprendre qu'un écologiste soit communiste, sauf que, justement, les partis recourant à ce qualificatif ne sont pas communistes. Ce sont donc des capitalistes, certes de gauche pour la plupart, en ce qu'ils souhaitent des mesures étatiques relativement fortes en faveur de l'environnement. De même, les centristes sont certes démocrates, mais favorables
à moins de mesures étatiques, donc plus capitalistes. Et c'est encore plus le cas des républicains dont la fidélité aux principes démocratiques est moins prononcée, et qui sont surtout les défenseurs des classes les plus favorisées par le capitalisme, des entrepreneurs typiquement. On pourrait penser que ce que recouvre réellement le nom d'un parti est ce qu'il désigne formellement, moins ce qui est recouvert par les partis à sa gauche. Mais ce serait un peu excessif puisque les républicains, par exemple, ne sont pas hostiles, pour la plupart, à une démocratie universelle. C'est juste une tendance. Et de même, donc, vous voyez, parmi les nationalistes, on ne trouve pas que des royalistes et des fascistes, même si c'est forcément là, bien sûr, que ces derniers vont se trouver. D'autant plus que les partis cherchant à faire bonne figure pour attirer les électeurs et le fascisme étant largement réprouvé au vu de ses conséquences au siècle dernier, les défenseurs de ces partis vont clamer haut et fort ne pas être fascistes. Pour résumer, vous voyez, plus on va vers la droite, plus on trouve des partisans d'un ordre ancien. Rappelons qu'il y a plusieurs siècles, il n'y avait guère sur Terre que des monarchies absolues. Rappelons que le capitalisme, fondé sur la propriété et la monnaie, est très ancien également. Ce qui caractérise la droite est le conservatisme. À l'inverse, plus on va vers la gauche, plus on trouve des innovateurs, en faveur tout naturellement de ce à quoi l'humanité aspire, la liberté, l'égalité, la fraternité. Ce qui caractérise la gauche est le progressisme. Alors il y a bien sûr des pièges, vouloir instaurer ces valeurs par une dictature, en plus d'être quelque peu paradoxal, s'avère généralement contre-productif. Et contrairement à une idée reçue, le capitalisme n'est pas optimum en termes de liberté individuelle, puisqu'il repose sur un droit d'interdire, lequel tend à s'accumuler en peu de mains et à priver beaucoup de monde de plein de choses essentielles. Mais il y a un autre phénomène qui émerge du nom des partis d'extrême droite. J'ai dit tout à l'heure que celui-ci était a priori consensuel, puisque chacun est naturellement pour l'intérêt de la nation dont il fait partie. Sauf que, en toute rigueur, lorsqu'on dit que l'on est pour la nation, on ne dit pas ce que l'on veut pour la nation. C'est un peu comme si je disais « je suis pour le chiffre 5 ». Quoi, le chiffre 5 ? Tu vas en dessiner partout ? Logiquement, la préposition « pour » doit être suivie d'un projet. Ce qui aurait donc du sens ici, c'est une réalisation ou une situation dans laquelle mettre ou maintenir l'objet. Pire, un projet politique humainement pertinent concerne notre façon de vivre, notre niveau de liberté, de sécurité, le type de relation que l'on souhaite avoir avec les autres, tout cela étant induit par des règles politiques, économiques, juridiques, un système éducatif, etc. Voilà ce qui importe. La couleur du drapeau, le tracé de la frontière, l'identité exacte de mes concitoyens, est-ce vraiment l'essentiel ? Aussi, cette focalisation absurde sur un objet débouche souvent sur une sorte de fétichisme, d'idolâtrie. Il y a une dimension religieuse dans le nationalisme. L'individu tend à se sacrifier pour cette cause extérieure, mais quelque peu ridicule, et ce souvent avec une certaine violence, comme pour s'aveugler sur cette absurdité. D'où un certain fanatisme. Ainsi, on peut remarquer que les grands hommes politiques humanistes, partisans de la paix, sont souvent assassinés par des fanatiques nationalistes issus de leur propre nation, tel l'assassin de Jean Jaurès, à l'aube de la Première Guerre mondiale, un illuminé qui tenait absolument à récupérer l'Alsace et la Lorraine, tel celui de Gandhi, qui trouvait le Mahatma un peu trop conciliant avec les musulmans, tels ceux d'Anwar el-Sadat et d'Yitzhak Rabin qui leur reprochaient d'avoir fait la paix. Pour pallier à cette absurdité, il y a aussi la tendance à se focaliser sur la survie de la nation, car cela a bien un sens du coup, mais cela n'a vraiment de pertinence que dans la situation exceptionnelle où la nation est menacée d'être absorbée par un empire voisin, sans quoi la nation existe évidemment. Du coup, en temps de paix, le nationalisme va s'ingénier à reproduire artificiellement une situation de survie. Tout d'abord en surestimant le danger, en se focalisant sur des ennemis potentiels de l'extérieur, voire pire, de l'intérieur. Mais aussi en se préoccupant non pas de la survie de la nation, mais de la nation telle qu'elle a été jusqu'à présent, en somme, en s'opposant à toute évolution de celle-ci. Et en particulier,
à celle qui pourrait résulter de l'incorporation de nouvelles recrues, faisant varier un peu trop la teinte moyenne des épidermes, des traditions culturelles, etc. On retrouve là le côté conservateur de la droite. Sauf que tout cela, comme on le devine aisément, va alimenter des conflits qui n'avaient pas lieu d'être. Comme souvent, le soupçonneux pathologique finit par créer lui-même une situation confirmant ses soupçons. Notons également qu'une situation d'urgence, réelle ou supposée, appelle naturellement un gouvernement autoritaire, donc une réduction des libertés. En fait, le fascisme, au sens large du moins, est un aboutissement naturel du nationalisme, quand bien même celui-ci s'en défendrait vigoureusement et sincèrement. Il y a une logique globale qu'il faut avoir l'intelligence de saisir. Bien sûr, il peut être souhaitable, dans certaines circonstances, de prendre des mesures fermes contre la délinquance ou même une immigration excessive, mal contrôlée, mais l'extrême droite n'a pas le monopole de cela. Le problème est que le système actuel, la chefferie élective, ou démocratie indirecte si vous préférez, favorise la démagogie, une rhétorique mettant en avant des solutions séduisantes par leur simplicité, mais illusoires, occultant la complexité du réel, suscitant des instincts aussi pas forcément bénéfiques globalement. Ce système ne favorise pas l'intelligence et donc une véritable efficacité. C'est pourquoi, comme vous le savez peut-être, je prône un système quelque peu différent. De plus, dans ce système, rien n'oblige le candidat à tenir ses promesses. Il n'y a pas de référendum révocatoire. Il ne faut donc pas se fier trop aveuglément à ce qu'il dit. Mieux vaut s'interroger sur la logique à l'œuvre derrière sa sensibilité, ses valeurs, ses actions, ses mobiles, la soif de pouvoir généralement pour un démagogue. Et regarder ce à quoi son idéologie a pu aboutir à travers l'histoire ou même l'actualité, car oui, on a déjà essayé. Les pays gouvernés par l'extrême droite ne manquent pas. Et non seulement elle n'y fait pas les miracles attendus, mais par contre, les libertés, elles, s'y amenuisent bel et bien. Quant à l'histoire, c'est surtout sur la droite, en fait, qu'elle nous renseigne, puisque le conservatisme, surtout à l'extrême droite, est un retour vers le passé. Or, dans le passé, la guerre, la misère, l'oppression étaient bien plus présentes qu'aujourd'hui. Ce sont seulement les progrès techniques dans le domaine de l'armement qui font que le moindre accrochage fait aujourd'hui plus de dégâts. Alors, comme on ne peut pas aller contre le progrès technique, la solution est peut-être de progresser plus vite sur les plans éthiques et politiques, et ça, c'est par définition à gauche que ça se passe. Ce qui ne signifie pas, bien sûr, que tout ce qui se fait à gauche soit bon. L'erreur est humaine. Et d'ailleurs, ne prétendant pas moi-même à la perfection et étant adepte de la coopération, je vous serai gré d'apporter via l'espace commentaire vos éventuelles corrections à mes propos. Et évidemment, n'hésitez pas à diffuser autour de vous toute réflexion qui vous semblerait de nature à pouvoir améliorer l'état du monde ou du moins à prévenir le pire, surtout si le moment s'y prête. Merci.